Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir et bienvenue dans Médiasphère, l'émission qui traite des médias dans toutes ses formes. Et ce soir, je reçois Jean-François Sirinelli, historien du politique, mais aussi du fait culturel, qui vient de sortir un ouvrage aux éditions Odile Jacob, Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant. Et on va s'intéresser dans cette émission notamment à la part qu'ont pris les médias dans cette évolution. Bonsoir et bienvenue sur Radio J. Bonsoir. Alors, donc je disais, vous êtes un historien du fait culturel. Vous avez dirigé notamment le centre d'histoire de Sciences Po. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la France des années 60, au phénomène aussi de culture de masse. Et c'est ce phénomène notamment que vous analysez dans cet ouvrage avec une sorte de thèse, en tout cas de ligne dans cet ouvrage, qui est de constater le fait que l'offre médiatique est de plus en plus éclatée, fragmentée, là où avant il y avait une ou deux chaînes ou quelques stations de radio, et que la conséquence peut-être est que le pays lui aussi est de plus en plus fragmenté, c'est ça ? Oui, pour la période contemporaine, et le contraste est saisissant justement avec la période précédente. Vous parliez à l'instant des années 60. Au contraire, dans un premier temps, la culture de masse reste, si j'ose dire, massive. Ensuite, on y viendra, il y a une sorte de paradoxe, le massif devient fragmenté et fragmentant. Mais dans un premier temps, pour mettre le processus en perspective chronologique, c'est vrai qu'il faut voir ce qu'ont été la radio et la télévision dans notre vie nationale. Et là, nous allions dans un sens, au contraire, très fédératif. Il ne faut pas ensevelir nos auditeurs et auditrices sous des chiffres, mais deux chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, la radio. Dans les années 30, au début des années 30, vous avez 500 000 postes de radio en France, c'est-à-dire rien du tout. À l'époque, il y a à peu près 13 millions de ménages. Donc, vous faites le calcul, ça fait un poste de radio sur 30 ou 40 ménages. À la fin des années 30, ça a décuplé en 10 ans et vous avez environ 6 millions de postes de radio. En d'autres termes, la moitié des ménages français sont équipés et ça va continuer. Même chose pour la télévision. Au début des années 60, vous avez 1 million de postes de télévision. C'est très peu. À la fin des années 60, à nouveau, vous voyez le spasme en une décennie. Je parle de spasme puisque ça a décuplé. Or, vous le disiez en commençant, à l'époque, cette télévision de plus en plus présente n'est que sur deux chaînes. D'abord, dans un premier temps, sur une chaîne et dans un second temps, sur deux chaînes. C'est-à-dire que, par exemple, le lundi matin, à l'atelier, au lycée, au collège ou dans les champs, on commente le même film qu'on a vu tous. Et ça, il faut s'en réjouir ? Est-ce que c'était facteur de vivre ensemble, finalement ? Alors là, c'est très difficile parce qu'on est dans le domaine de l'appréciation et non pas du fait brut. Pour ma part, je considère, y compris en historien, que de fait, pour reprendre votre expression, il faut s'en réjouir parce qu'en d'autres termes, même s'il s'agit de culture de masse, même si les produits de cette culture de masse sont de talent inégal, il y a, je parlais tout à l'heure de fédératif, on pourrait peut-être même parler de consensuel. Effectivement, les Françaises et les Françaises, quels que soient les lieux et les milieux, à l'époque, baignent globalement dans une culture de masse qui est de plus en plus présente. Je dis bien à cette époque, puisque vous l'avez dit en commençant, ensuite les processus seront beaucoup plus complexes. Alors c'est effectivement une culture de masse. C'est vrai que dans l'imaginaire un peu collectif, la représentation qu'on peut se faire d'une culture de masse, on peut y accoler l'adjectif abrutissant. C'est pas du tout le constat que vous faites. Alors c'est une culture de masse qui est produite souvent par la radio-télévision, la radiodiffusion public. Après, il y a le privé qui arrive, il y a les radios libres à partir de 81. Avant, il y a la Une et donc la privatisation de la Une et puis la 5 de Berlusconi qui arrive. Et vous dites dans le livre qu'en tout cas pour ces deux chaînes de télévision, elles manquent d'ambition culturelle. Est-ce que vous trouvez que la radiodiffusion publique était de meilleure qualité que ce que n'a amené ensuite le privé ? Alors là encore, c'est compliqué parce qu'on est dans le domaine de l'appréciation et que l'historien essaye de rester sur le terrain des faits bruts. Tout ça, non pas pour éluder votre question, qui est essentielle,
mais pour essayer de la replacer en contexte. Alors d'abord, il faut bien voir qu'il y a toujours eu un conflit entre guillemets, les milieux intellectuels et la culture de masse. Et notamment, nous évoquions à l'instant les années 60. Dans les années 60, les intellectuels français sont vraiment vent debout contre cette télévision. Il y a une expression qui fait fleuresse à l'époque, c'est la France de Guy Lux. Alors, Guy Lux, notamment, c'est l'animateur d'Interville, et qui est un spectacle qui est vraiment regardé par le plus grand nombre. Alors, effectivement, est-ce un spectacle qui élève l'âme et l'esprit? On peut en discuter, mais là, si vous voulez, quand vous relisez les impressions des intellectuels à l'époque, il y a une condamnation très nette. Et même encore dans les années 70, la condamnation continue, et surtout, dans un premier temps, c'est pour ça que je nuance ce que je disais moi-même tout à l'heure du fédératif, la télévision est encore discriminante socialement. C'est-à-dire que quand tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un poste, c'est ça? Alors, d'abord, vous avez raison, l'acquisition du poste, il y a, si vous voulez, un effet différentiel. Ce sont, alors que le poste coûte très cher, plutôt les milieux populaires qui l'acquièrent en priorité. Mais de surcroît, il y a ensuite l'usage. Même si, dans les années 70, pratiquement tout le monde a la télévision, on a une statistique qui dit que 2/3 des Français la regardent chaque jour, mais simplement, par exemple, 44% des cadres et professions libérales, pour prendre des statistiques de l'INSEE à l'époque. Donc, ce qui serait plutôt l'inverse aujourd'hui. On aurait tendance à dire que plus on est diplômé, moins on regarde la télévision. Enfin, c'est peut-être un a priori, mais... Oui, mais c'est le cas aussi à l'époque. Puisque à l'époque, 65% des Français et 44% des cadres et professions libérales. Non, au contraire, je pense que de nos jours, ces écarts ont été en diminuant. En quelque sorte, il est très difficile de voir ce qu'il en est. Alors, il y a le titre de votre ouvrage. Vous parlez de monde d'avant et de monde d'hier. À partir des années 50, on fait la différence entre ce monde d'hier et le monde d'avant. Qu'est-ce qu'il délimite? Est-ce qu'on est toujours dans le monde d'hier aujourd'hui? Alors, c'est compliqué parce qu'en plus, je joue un peu sur les mots, le monde d'hier, le monde d'avant. Dans le livre, je m'en explique. Mais disons globalement que je dis c'est compliqué parce que votre question, elle est essentielle et je vous en remercie. Mais il n'y a pas que les médias qui créent le monde d'avant et le monde d'après. Disons que la France, et c'est ça qui m'a passionné, vous le disiez en commençant, moi j'ai consacré d'autres travaux à cette France du second XXe siècle, et disons que cette France, elle est emportée à l'époque, à partir des années 60, dans une immense métamorphose. Et ce qui est intéressant, c'est que cette métamorphose, elle ne touche pas simplement les médias. Elle touche, par exemple, les normes et les valeurs. Elle touche le comportement social. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, les médias vont amplifier, en quelque sorte, cette métamorphose. Alors, en même temps, pour revenir à votre question, je parle du monde d'avant parce que, de fait, cette culture de masse des années 60, des années 70, elle a sédimenté, elle a laissé des traces, elle a laissé une sorte de limon sonore et audiovisuel. Et ce que j'ai essayé de voir, c'est de percer en quelque sorte, de forer et de voir ce qui nous reste en quelque sorte de ce monde d'avant. C'est pour ça que je l'ai appelé, le livre, enfin le sous-titre, c'est « Écho du monde d'avant ». Qu'est-ce qui parvient jusqu'à nous? C'est un mystère parce qu'il y a une sorte de chambre d'écho qui n'est pas simplement un karaoké. Et vous auriez pu aussi dire écho d'un monde fini, parce que vous reprenez souvent cette expression de Paul Valéry, et vous dites la différence, c'est que désormais, des événements sont connus du monde entier. Alors vous prenez, je crois, l'assassinat du président Kennedy en exemple. Ça va être des premiers événements qui vont toucher la planète entière. Alors la planète, peut-être à l'exception quand même de la Chine ou du tiers-monde, mais en tout cas du monde occidental. Alors là, vous avez à nouveau tout à fait raison, et à nouveau un grand merci pour cette question, parce que il faut que vos auditeurs et auditrices le sachent. Là, on est au cœur, j'allais dire, de notre monde contemporain, puisqu'on perçoit les racines de ce monde contemporain. Je m'explique. Il y a dans les années 60, mais Paul Valéry l'avait vu venir, lui il écrit en 1931 la phrase que vous avez évoquée. Il faut que nos auditeurs sachent que quand vous parlez de monde fini, c'est pas au sens de monde terminé. Le monde fini, c'est le monde cadastré. C'est-à-dire qu'à partir des années 30, dans le fond, on connaît toutes les parties du monde, sauf peut-être à Java ou au fin fond de l'Amazonie, quelques petits bouts encore de terres inconnues. Mais ces terres inconnues, elles sont terminées, si j'ose dire.
le monde est fini. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ce monde d'abord cadastré, il va être ensuite connecté. Et c'est ça qui est essentiel. C'est ça sur quoi vous avez raison d'insister. À partir des années 60, avant même la mondialisation économique, on a un début de globalisation culturelle. Et je reviens à votre question. Effectivement, par exemple, l'assassinat du président Kennedy le 22 novembre 1963, on n'est pas encore dans du direct, hein, mais on est déjà du quasi-direct. À travers le léger différé dans le monde qui devient un vaste parvis et qui assiste quasiment en direct à l'assassinat au Texas. Alors, il y a ces grands événements. Alors, on vient de parler de Kennedy. On pourrait parler aussi de 69 et des premiers pas de l'homme sur la Lune qui fédèrent. Est-ce que aujourd'hui, c'est fini ou est-ce que ça existe toujours? C'est-à-dire qu'il y a toujours le sport-spectacle. En ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby. Il y a eu la Coupe du Monde de foot qui a été quand même très suivie en France, avec la France en finale. On pourrait extrapoler aux obsèques de Johnny Hallyday dont vous parlez dans votre ouvrage ou de celle de Jean-Paul Belmondo. Est-ce que pour vous, la télévision peut toujours fédérer tout un pays autour d'un événement? Alors là aussi, deux temps dans ma réponse. D'abord, vous avez là encore tout à fait raison d'évoquer la Lune, parce qu'il faut bien voir que des choses qui nous sont devenues familières, c'est-à-dire voir en direct le bonheur ou le malheur du monde, hein, à l'époque, est totalement inédit. La Lune en direct, c'est totalement inédit. D'une part, bien sûr, parce que c'est la Lune, mais un spectacle vu quasiment en mondiovision, puisqu'il n'y a que l'Albanie et la Chine qui ne font pas partie du réseau de diffusion au moment des premiers pas sur la Lune. Donc, si vous voulez, à l'époque, c'est quelque chose de très nouveau. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on le disait, enfin, ça l'est beaucoup moins nouveau, et donc c'est encore plus massif, mais, et là aussi, il faut insister, vous réfléchissez dans cette émission notamment sur les médias, et c'est vrai qu'on est dans un paradoxe, mais qui n'est en apparence paradoxal. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut vivre, je le disais à l'instant, le bonheur et le malheur du monde en direct, en simultané. Le monde devient un vaste parvis, on a une sorte de communauté du regard, mais en même temps, il y a eu une telle prolifération des médias, et notamment l'entrée dans l'ère d'Internet, que tout à l'heure, je parlais de chambres d'écho. Maintenant, il n'y a pas une chambre d'écho, il y a des chambres d'écho morcelées. Et dans le fond, on s'écoute soi-même. C'est-à-dire qu'on crée, d'une certaine façon, à travers le surplus de son, on crée une forme de surdité aux autres, en quelque sorte. Mais elles communiquent jamais entre eux? Non, entre elles? j'allais dire, sauf aux autres qui pensent comme vous. Alors, naturellement, là, je décris des excès, je décris des dérives. La culture de masse, c'est pas seulement ça. Et notamment, il y a encore, vous faisiez allusion au spectacle sportif, on pourrait faire allusion à des malheurs du monde et encore si proche de nous, hein, y a cette capacité d'avoir cette communauté du regard, mais cette communauté du regard se double aussi d'un monde que cette culture de masse cloisonne autant qu'elle rapproche. Et est-ce que c'est la différence aussi, c'est qu'avant, c'était la télévision qui crée l'événement. Maintenant, les événements que je vous ai cités, par exemple la Coupe du Monde de foot, de rugby, les obsèques de Johnny Hallyday ou de Jean-Paul Belmondo, c'est pas la télévision qui a créé ces événements, c'est les événements qui ont une existence propre. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore la capacité par une émission, par un programme, peut-être par un film, à regrouper une masse importante de personnes de manière, je vais dire, un peu autoproduite par la télévision? Alors, c'est compliqué parce que là encore... On a des séries encore, mais les séries sont même plus à la télévision. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut mettre en perspective, dans les années 60, vous avez l'image et le son à tous les étages, pour prendre une expression que j'utilise, mais c'est les mêmes images et le même son. Parce que les canaux, vous savez, la culture, c'est une affaire de conduits et de tuyaux, de vecteurs culturels. Et donc, à l'époque, nous avons des vecteurs massifs qui arrivent à domicile. Maintenant, ça nous paraît évident. À l'époque, c'est une révolution. Plus rien ne sera comme avant. Il faut bien voir que jusqu'aux années 60, vous n'avez pas l'image à domicile. Même à l'époque du cinéma, l'image sonorisée et animée, vous allez la voir en salle.
tout change dans les années 60. Sauf que, je viens de le dire, tout est affaire de vecteurs, de conduits et de tuyaux. Et vient d'avoir lieu depuis 20 ans une énorme révolution qui, à mon avis, est aussi importante que la révolution de l'imprimé, c'est-à-dire la révolution d'Internet. Et la révolution d'Internet, elle vous permet d'être maître des images, c'est-à-dire vous les diffusez quand vous voulez, le différé ou en direct, ici, maintenant ou ailleurs, plus tard. Oui. Si vous voulez, d'une certaine façon, l'auditeur et l'auditrice deviennent maîtres de l'image et du son, maîtres de l'espace-temps. Donc c'est une révolution considérable. Alors, vous êtes aussi beaucoup intéressé durant votre carrière universitaire aux intellectuels. Vous en citez deux et un événement et une photo, celle avec Jean-Paul Sartre et Raymond Aron en 81, je crois aussi. En 79, non, pardon, pour la photo en question. En 79, sur le perron de l'Élysée. C'est une photo qui va symboliser à la fois l'engagement de ces deux intellectuels, mais aussi un petit peu leur discrédit, puisqu'ils sont là pour défendre les boat people. Et c'est vrai que Jean-Paul Sartre a contribué peut-être aussi un petit peu à leur arrivée en France. Ma question, c'est des intellectuels médiatiques, ça remonte à quand en France? Et est-ce qu'ils ont su utiliser les médias pour transmettre leurs idées? Alors, à nouveau, c'est une affaire de conduits et de tuyaux. Je m'explique. Les intellectuels ont été extrêmement puissants intellectuellement en France au moment de la civilisation de l'imprimé, c'est-à-dire quand le livre et le journal sont rois. Et notamment, ce n'est pas une coïncidence si au moment de l'affaire Dreyfus, les intellectuels vont jouer un rôle essentiel, Zola, mais pas simplement Zola, parce que c'est le moment où le journal en France va se diffuser. Tout à l'heure, on parlait de spasme de l'image et du son. Songez que le journal quotidien en France décuple en 30 ans, entre 1870 et 1900, le nombre de journaux quotidiens vendus chaque jour est multiplié par 10. Or, l'affaire Dreyfus, c'est les années 90, c'est-à-dire le moment où tout bourgeonne, où tout se multiplie. Et les intellectuels sont des hommes et des femmes de cette civilisation de l'imprimé. Donc c'est le moment où ils sont rois. Or, la civilisation de l'imprimé, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de faire long. Elle permet de décliner les attendus des engagements qui sont les vôtres. C'est-à-dire que vous expliquez pourquoi vous défendez telle ou telle thèse. Et donc, tout ce moment, c'est le moment où on n'a pas besoin d'être un intellectuel médiatique au sens de l'image et du son. Tout passe par l'imprimé. En revanche, et je reviens à votre question, ensuite, dans un monde de l'image et du son, pour être entendu, il faut faire court, il faut être lapidaire. Or, théoriquement, lapidaire... C'est ce que Bourdieu appelait les fast thinkers, justement. Oui, tout à fait. Et donc, on va voir apparaître un certain nombre de penseurs qui... Alors, ont-ils eu raison, ont-ils eu tort? Après, c'est un débat, mais s'adaptent aux nouvelles ères du temps, c'est-à-dire savent faire court pour être entendus. Sont-ce encore des intellectuels? C'est très compliqué, parce que du coup, ça vous permet d'être un intellectuel. Vous trouvez que les intellectuels aujourd'hui, les vrais, entre guillemets, ne vont pas à la télévision, ne vont plus à la télévision parce qu'ils n'arrivent plus à s'exprimer? Alors, entendons-nous, s'ils vont à la télévision, ça ne les discrédite pas pour autant. Mais c'est vrai que, j'allais dire hélas, les plus célèbres sont ceux qui se montrent. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mauvais pour autant, mais je pense que les véritables intellectuels, c'est ceux qui nous donnent les clés, comme par le passé, pour comprendre le monde qui nous entoure. Et ceux-là, ils continuent à le faire dans des articles très longs, dans des livres particulièrement épais. Et donc, ceux-là, c'est vrai que les voies du lapidaire, et donc les voies de la connaissance directe et de l'interconnaissance leur sont en partie fermées. Donc c'est vrai qu'il y a eu une mutation. Pour autant, être un intellectuel médiatique n'est pas forcément discriminant. Il y a des intellectuels connus, célèbres, Alain Finkielkraut, Michel Onfray et d'autres qui continuent à avoir par ailleurs une œuvre qu'on peut considérer bonne ou pas bonne. Ensuite, c'est une question de débat. Mais je veux dire, le fait d'être sur des médias est aussi une forme d'adaptation. Alors, il y a un autre média
dont vous analysez beaucoup l'impact et la portée notamment sociétale, c'est le cinéma. Et vous vous intéressez à Claude Sautet. Il y a pas mal de ces films dans les années 70. Il y avait on a l'impression, à vous lire, on a l'impression qu'il y avait un impact sociétal très fort de certains cinéastes. Est-ce que, même question un petit peu pour les intellectuels, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des films dans les années 2010 qui ont eu un impact sociétal aussi fort que dans les années 70? Alors là aussi, c'est compliqué. Tout est compliqué quand on parle des médias. Et merci de contribuer à nous faire réfléchir sur ces médias. Tout est compliqué parce que, je le répète, c'est une affaire de produits, mais aussi une affaire de tuyaux et de conduits. Pour le cinéma... Que les gens continuent d'aller quand même au cinéma, malgré... Oui, mais moins qu'avant. On s'imagine qu'on va autant qu'au cinéma. Par exemple, La Grande Vadrouille. Nous sommes au milieu des années 60. Énorme succès. Il faudra attendre Titanic 35 ans plus tard pour que le nombre d'entrées en France soit dépassé, puis Bienvenue chez les Ch'tis. Alors qu'il y avait moins de monde et la population était moins importante. Voilà, tout à fait. Mais en même temps, c'est un peu le chant du cygne du cinéma français. Quand on regarde les entrées en salle, on s'aperçoit qu'à partir du milieu des années 60, ça décroît, malgré, vous venez de le dire, malgré l'augmentation de la population française. Donc le cinéma, j'allais dire en prise directe, bien sûr, il y en a encore, mais c'est beaucoup moins massif. Avant, vous alliez au cinéma le samedi soir, à tel point d'ailleurs que pendant longtemps, les chaînes de télévision n'ont pas eu le droit de passer des films le samedi soir parce qu'il y avait une concurrence possible et jugée impossible, justement. Donc, il fallait l'empêcher. Donc, vous voyez, ce cinéma, il a un deuxième élément, c'est que maintenant, il est typé sur le plan générationnel. Une grande partie du public du cinéma a moins de 30 ans. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais du coup, la production s'en ressent. Et donc, les grands films, reflets de leur temps, honnêtement, globalement, sont moins nombreux qu'avant. Donc, le cinéma est moins un miroir qu'auparavant. Et d'ailleurs, on le voit, les grands succès sont des projections ailleurs dans le temps, ailleurs dans l'espace, et on n'a pas un cinéma qui est un cinéma miroir. Bien évidemment, on pourrait me poser quelques titres. Je parle en termes globaux. Alors, il y a dans cette analyse de l'image et du son que vous faites, il y a un personnage qui va sortir, qui va être produit par l'image et le son, en quelque sorte, c'est Coluche, et qui va passer justement du culturel au politique. Et ça, vous l'analysez comme ça, vous dites, finalement, c'est peut-être la première fois que c'est un produit médiatique qui saute le pas. Absolument, enfin qui saute le pas jusqu'au moment où il fait un pas en arrière. Mais vous avez raison. Et là aussi, nos auditeurs les plus anciens se le rappellent, en 1980, donc il y a maintenant 43 ans, c'est pour ça que je dis Et ce qui est surprenant, c'est qu'en France, en tout cas, parce qu'on pourrait penser à Donald Trump aux États-Unis, mais en France, il n'y en a pas eu après, finalement, de personnalité. Alors, en un moment, on a un peu parlé de Cyril Hanouna en se disant, est-ce qu'il va sauter le pas, etc. Mais il n'y en a pas eu d'autres depuis Coluche. Tout à fait. Enfin, il y a eu à un moment donné, mais sur un autre registre, Yves Montand. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les années 80, Yves Montand a commencé à investir la scène politique et un certain nombre de gens, c'est l'époque où Reagan est président aux États-Unis, et un certain nombre de gens s'interrogent, est-ce que lui va sauter le pas? Mais c'est plus une interrogation de ses amis qu'une réalité. Donc vous avez raison. Ça veut dire qu'il y a une frontière quand même peut-être entre le politique et le culturel. Absolument. Mais faisons attention, il y a une frontière pour l'instant. Regardez l'exemple italien, où il y a maintenant une quinzaine d'années, Pepe Grillo a été, en quelque sorte, est entré au politique, et dans un premier temps, les candidats qui se sont coagulés autour de lui ont fait une percée foudroyante. Donc on est à la portée, en quelque sorte, de ce type de percée. La notoriété, maintenant, surtout dans une ère de désenchantement, peut faire valoir de viatique pour rentrer en politique. Alors, il y a aussi autre chose, un autre événement que vous analysez comme extrêmement relevant, c'est la guerre du Vietnam, et vous dites c'est le début, c'est la première fois qu'il y a une guerre dans l'ère médiatique. Et alors, il y a aussi une deuxième chose qui va se passer avec cette guerre du Vietnam et sa relation aux médias, c'est que pour la première fois, les médias occidentaux qui la
couvrent et qui sont censés être dans le camp des États-Unis vont en fait contribuer à rendre cette guerre extrêmement impopulaire dans leur pays même. 3 remarques qui vont dans le sens de ce que vous venez de dire. D'une part, effectivement, nous sommes dans les années 60, puis au début des années 70. Donc, c'est le moment qu'on évoquait tout à l'heure de la globalisation par la télévision. C'est-à-dire, le monde devient un vaste parvis. Et c'est vrai que sur ce vaste parvis, les images de la guerre du Vietnam pénètrent jusque dans les foyers, à tel point d'ailleurs que les Américains, les sociologues, les spécialistes de la communication, surnommeront cette guerre « The Living Room War », la guerre du salon. Non pas parce que c'est une guerre en dentelle, ça a été une guerre épouvantable, mais parce qu'elle pénètre dans le salon. Par quoi? Par la télévision ou par la photo. Exemple, la photo de cette petite Vietnamienne qui court dénudée par le souffle d'une bombe et en fait avec le dos brûlé par le napalm le long d'une route. Alors, vous disiez aussi, est-ce que c'est unilatéral? Oui, c'est la thèse que j'avance. Les États-Unis sont un pays démocratique. Alors après, on jugera comme on veut la guerre du Vietnam, mais donc, cette guerre, elle est couverte par des photographes, par les télévisions. Et donc, cette presse qui est libre, même s'il y a des phénomènes de censure, il y a des biais, mais cette presse qui est libre montre les images de la guerre américaine. Et donc, c'est vrai que, comme de l'autre côté, du côté du Vietnam du Nord, vous avez essentiellement, car il s'agit d'une dictature, des images de propagande, qui sont quelquefois des images réelles, avec des gens bombardés. Mais vous voyez qu'il y a... Cette guerre du Vietnam, elle a été très largement unilatérale. Se pose d'ailleurs souvent la question... Au moment où la guerre devient aussi une guerre des images, il y a quelquefois cet aspect unilatéral. Une démocratie montre les images de sa guerre, y compris les horreurs possibles. Une dictature en face ou une guérilla ne montre que les images qui l'arrangent. C'est une question de fond et une question qui se pose à toutes les époques depuis. Et justement, sur le pouvoir de l'image, vous avez une formule qui est intéressante. Vous dites l'image, elle a un tel pouvoir justement parce qu'elle rend imaginable ce qu'on pensait impossible. Vous prenez l'exemple de Rostropovitch qui joue du violoncelle devant le mur de Berlin. C'est toujours vrai aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les modifications qu'on peut faire à l'image. Est-ce qu'on faisait plus confiance peut-être à l'image il y a 20 ou 30 ans qu'aujourd'hui où on sait qu'on peut la manipuler presque aussi facilement que l'écrit? Oui. Tout ce que nous évoquons depuis un moment, c'est dans le fond le rapport d'un homme ou d'une femme avec le monde qui l'entoure par les différents sens. Longtemps, ça a été simplement l'ouïe. Les événements, on les entendait à la radio, on en entendait parler. Après, il y a eu la vue. Et la question qui se pose maintenant, c'est à l'âge de l'intelligence artificielle, on peut effectivement... C'était facile de truquer les sons. Les images, c'était beaucoup plus difficile. Actuellement, nous sommes dans un moment où nous aurons même à nous interroger sur les images qui seront en circulation. Là, probablement, on a fait un nouveau pas dans ce poids et ce choc des images. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Jean-François Sirinelli d'en avoir été l'invité. Je rappelle que votre dernier livre vient de sortir aux éditions Odile Jacob, Le temps qui passe, la France qui change. Écho du monde d'avant. Moi, je vous souhaite une bonne soirée dans le monde de demain, très bientôt, sans doute. À très bientôt également. Bonne soirée. Merci de m'avoir accueilli.